C'est parti, tout le monde est en train d'arriver, donc je vais prendre ce temps-là. Bonjour, pardon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je m'appelle Hélène Flourac. Et pourquoi je vous parle là tout de suite dans le micro? Parce que je suis la responsable de ce lieu qui s'appelle la Cité Fertile. Cité Fertile, c'est quoi? C'est un tiers-lieu, peut-être que ce mot vous est familier, et je vais vous le préciser en quelques minutes. C'est un tiers-lieu culturel qui est installé à Pantin, dans un quartier politique de la ville. On est là depuis 2018. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes prolongés, au moins jusqu'à la fin des JO olympiques et paralympiques, donc rentrée 2024. Merci pour le soutien, parce que j'ai l'honneur de représenter toutes les équipes de Cité qui seront prolongées. J'en suis très fière. Là, on a une journée de conférence, mais la Cité, c'est pas que ça. On a un restaurant, on a une brasserie artisanale que vous ne pouvez pas voir, mais qui est juste derrière. On a un compost, on a une coopérative alimentaire autogérée par 96 bénévoles qui habitent la ville et le quartier prioritaire de la ville. On a aussi un campus des tiers-lieux parce qu'on fait de la formation. Tout de suite maintenant, on accueille plus de 200 étudiants qui toutes les semaines viennent malheureusement, mais heureusement ces initiatives existent, récupérer des colis alimentaires gratuits. Ce sont des étudiants du 93 et du nord de Paris, 18, 19 et 20e arrondissement. La Cité Fertile, c'est aussi un potager, une mini-serre. C'est aussi 3 ruches qui produisent un miel excellent et merci pour les abeilles. Voilà, c'est tout ça, un tiers-lieu, c'est tout ça, la Cité Fertile. Moi, je vous remercie d'être là, ça nous fait chaud au cœur et je remercie aussi toutes celles et ceux qui vont prendre la parole. On est très fiers, on est ravis, puisqu'en fait, on sert à ça. On est des lieux qui accueillent du débat citoyen. Et il y a de quoi vraiment être fier. Passez une très bonne journée. Moi, je suis en pull, j'ai très froid, donc je vais vite arrêter et laisser la parole. Bonne journée à tous. Bonjour, moi je vais garder mes notes parce que je suis un peu plus timide. Alors merci d'avoir choisi la Cité Fertile en effet pour venir dire, pour venir parler, pour venir informer, pour venir échanger. Merci d'avoir choisi un tiers-lieu. C'est vraiment la vocation première de ces espaces qui sont des espaces ouverts à toutes et à tous. Je parle du point de vue de Signy Oco, qui est l'entreprise qui a créé la Cité Fertile, qui a créé aussi la recyclerie dans le nord de Paris, qui a créé le pavillon des canaux et qui, chaque année, à travers le campus des tiers-lieux, accompagne une dizaine de projets pour leur développement partout en France. La vocation de ces lieux, c'est de permettre de se réunir, d'avoir des liens réels et non des liens virtuels, d'entretenir une parole libre. Aujourd'hui, en prêtant cet espace à Mediapart, en relayant auprès de nos publics le programme de la journée, nous voulons créer les conditions pour que le débat ait lieu. Nous voulons aussi dire aux mouvements citoyens qui dénoncent les dysfonctionnements de notre société en faveur de la justice sociale, en faveur de l'égalité, en faveur de l'inclusion et surtout de l'écologie. Bienvenue. Ceci pourtant en maniant quelques paradoxes dont certains ne vous auront pas échappé. Et je vais juste en citer un. C'est par exemple des lieux qui, comme la Cité Fertile, peuvent afficher à l'entrée le logo d'une multinationale qui fournit chaque année un tout petit peu moins de 3% de recettes en partenariat, dont nous n'ignorons pas la puissance destructrice sur les écosystèmes, mais qui permet, et paradoxalement, avec cette manne, d'accueillir à la Cité Fertile 12 week-ends en faveur des objectifs de développement durable, 12 festivals toute l'année. Alors comment s'en affranchir définitivement? Comment contraindre ces firmes à être et à devenir réellement ce qu'elles proclament, c'est-à-dire des entreprises citoyennes ou des entreprises à mission? S'il vous plaît, faites de cette journée un maximum de bruit pour que, ensemble, nous parvenions à faire basculer ce système et que les valeurs que nous prônons collectivement, que nous essayons d'incarner, de faire vivre dans des lieux comme celui-ci au quotidien, ne se cantonnent pas à du particulier et à de l'expérimental, mais bien sûr qu'elles guident toute notre société. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la Cité Fertile d'accueillir cette journée qui va être très fertile. Vous avez vu le nombre de débats et d'invités qui vont se succéder et qui vont intervenir. Michael Correa du pôle écologie de Mediapart a conçu cette journée et il m'a demandé, mais je vais aller vite puisqu'il y a beaucoup de choses, de dire un petit mot d'introduction, de vous dire aussi qu'en plus des tables rondes qui ont lieu ici, il y a une projection
aux écuries, c'est ça, hein, écuries, ou en tout cas le lieu qui est de ce côté-là. Voilà. Il y a une librairie, elle est là. Et il y a tout à l'heure une performance de toutes ces personnes que vous voyez en rouge, Stop et ACOP, qui vont montrer à quoi sert l'activisme des lanceurs d'alerte. Vous allez, pendant toute cette journée, évidemment, décliner et entendre et avoir toutes les explications sur l'enjeu citoyen de cette journée totale de Mediapart, sur la responsabilité du groupe Total Énergie, issu de la fusion de Total et de Elf, les deux grands groupes pétrolier historique de France. Vous allez revisiter comment ils mentent depuis 1971, puisqu'ils ont été informés et dans leur propre publication des enjeux et des conséquences du changement climatique. Vous allez visiter leurs responsabilités dans le monde entier sur la destruction d'écosystèmes. Vous allez revisiter leurs responsabilités dans le fait qu'ils dégagent chaque année autant de gaz à effet de serre que l'ensemble des Françaises et des Français, et vous allez aussi être confrontés à la conséquence de tout ça sur les injustices, les inégalités économiques, sociales. Total Énergie a dégagé l'an dernier 14 milliards de bénéfices. Alors, tous ces enjeux au cœur du débat écologique, au cœur de la précaution que nous devons avoir, des alertes que nous devons avoir, de la prise de conscience que nous devons avoir, tous ces enjeux ont une dimension clairement politique, clairement démocratique. Quand on parle de ces groupes pétroliers, pas seulement de Total Énergie, quand on parle de la dépendance aux énergies fossiles, on parle des dérèglements du monde, mais pas seulement les dérèglements pour le tout vivant du monde, mais les dérèglements pour nos démocraties. La dépendance aux énergies fossiles produit et enrichit et a permis le maintien de régimes obscurantistes, de régimes dictatoriaux, de régimes qui, sur la base de cette manne liée au pétrole ou au gaz, nient les droits, les libertés de leur propre peuple et sont confortés dans cette attitude par notre propre comportement. Michael Correa a fait un livre formidable que je vous invite à acheter sur les criminels climatiques. Et les trois grands criminels climatiques les plus importants, eh bien, c'est le groupe russe, Gazprom, c'est le groupe chinois et c'est le groupe saoudien. Et le groupe russe, c'est au cœur, nous y sommes cette année confrontés depuis l'an dernier, c'est au cœur de ce qu'est le régime de Poutine, qui est le pire ennemi, lui aussi, de son propre peuple et dont le visage agressif, impérialiste, nous l'avons depuis l'invasion de l'Ukraine, si nous ne voulions pas le voir. Et c'est un régime dont l'oligarchie, dont la classe dirigeante, dont le groupe dirigeant est totalement lié à ces activités-là, pas à la production de richesses par la collectivité. Donc je disais, pour terminer, que c'est un enjeu démocratique, politique, et s'il fallait en avoir la preuve, une lettre que Mediapart a reçue cette semaine nous l'a montré. En tant que directeur de publication de Mediapart, j'ai reçu une lettre que je n'avais jamais reçue dans toute mon histoire de journaliste ou dans l'histoire de Mediapart. Une lettre d'alerte à la censure préalable, ou à plutôt l'autocensure préalable. Cette lettre, signée du directeur de communication de Total Énergie, dit: vous nous avez sollicité, parce que nous sommes des journalistes, nous faisons notre travail, nous informons, nous vérifions, ce sont les faits que vous allez entendre aujourd'hui, ce ne sont pas des rumeurs, ce ne sont pas des sortes de raisonnements de talk-show, de chaînes d'infos en continu, ce ne sont pas des haines, ce ne sont pas des virulences, ce sont des vérités de fait. Alors quand on fait ce travail, eh bien, la partie mise en cause, on lui demande de venir. C'est ce qu'a fait Michael en les relançant plusieurs fois. Non, ils ont décliné, mais ils ne se sont pas contentés de décliner, ils ont le droit. Donc ils envoient un courrier. Non, on ne vient pas parce que
c'est pas pour nous ça, vous allez nous accuser, vous allez nous mettre en cause, c'est un tribunal. Et du coup, nous vous mettons en garde, une lettre de mise en garde. Mise en garde à tous les intervenants, mise en garde aux organisateurs. Faites gaffe à ce que vous allez dire. C'est écrit plus poliment, mais ça revient à dire ça. Et attention, hein, nous n'excluons pas des suites judiciaires. Pour un débat public, d'intérêt général. Je n'ai jamais vu ça. Une puissance immense, supra-étatique, une multinationale, une énorme puissance économique, financière, politique, géopolitique, qui dit à nous tous qui sommes dans ce lieu citoyen, comme ça a été dit, faites gaffe à ce que vous allez dire. Eh bien, en tant que directeur de Mediapart, et donc responsable juridique de tout ce qui va être dit ici, je vous dis, soyez libres et dites tout ce que vous avez à dire. Et dites-le avec vos mots, avec vos convictions et avec cette idée que cette lettre illustre de quoi ont-ils peur? De notre droit de savoir. Nous sommes un journal, nous sommes au service de cet intérêt public. Savoir ce qu'ils cachent, savoir ce qu'ils font, montrer à tout le monde la réalité des conséquences criminelles. Et en effet, elles sont criminelles pour les peuples. Il suffit d'aller voir ce qui se joue pour le groupe Total Energy actuellement en Afrique. Eh bien, les conséquences criminelles pour les peuples de l'irresponsabilité de ces puissances économiques, financières et politiques par rapport à l'enjeu décisif du tout vivant, du tout monde, de nous tous, de notre responsabilité à l'égard du vivant du monde. Merci, bonne journée à toutes et tous, profitez bien et discutez bien. Ça marche. Merci d'être nombreux. Il fait un peu froid, c'est un peu la sobriété heureuse. On fait froid, mais on est heureux d'être là. Un petit rappel quand même, c'est la première fois, une des premières fois qu'on fait ça. C'est une journée à prix libre, donc n'hésitez pas à mettre un peu de sous-soi à l'entrée. Il y a aussi une offre spéciale Mediapart pour aujourd'hui. On va enchaîner sans plus attendre parce que comme vous avez vu, le programme est assez dense. Donc j'ai la joie de recevoir pour cette première table ronde intitulée Les crimes écologiques de Total Energy. Donc de ma droite à ma droite, j'ai d'abord Guillaume Carbou. Donc vous êtes chercheur en sciences sociales et membre du collectif de chercheurs l'atelier d'écologie politique de Toulouse. J'ai ensuite Juliette Renaud, des Amis de la Terre, que vous avez peut-être vu jeudi soir sur le plateau de Cache Investigation. Et j'ai Romain Wallalen de All Change International, qui est une organisation qui travaille sur la question des énergies fossiles, pour faire simple. Alors peut-être pour débuter, pour un peu planter le décor, pour avoir quelques éléments en tête, on va peut-être débuter par vous, Guillaume. J'aimerais bien, si en quelques minutes, parce que là on n'a qu'une petite heure, si vous pourriez un peu déjà commencer à dresser le paysage climatique dans lequel on est déjà aujourd'hui, le nouveau régime climatique, comme on dit. On l'a encore vu cet été avec les 3 vagues de chaleur, comment on est rentré dans un nouveau monde, on va dire. Et donc ce paysage climatique, mais aussi nous dire quel est le rôle des énergies fossiles, du pétrole, du gaz et du charbon dans celui-ci. Très bien, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Donc oui, cette partie introductive, là, c'est pas la partie sans doute la plus enthousiasmante de la journée, mais il me semble quand même c'est toujours absolument nécessaire de rappeler ce dont on parle lorsque l'on parle des questions climatiques et écologiques en général, parce que peut-être la forme d'habituation qu'on peut avoir au discours sur l'écologie en général prend le risque parfois de nous faire perdre de vue l'ampleur de la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons. Et pour réfléchir de manière lucide et sérieuse sur ces enjeux, il faut prendre la mesure du désastre en cours. Et la mesure de ce désastre en cours, elle est dite un peu par l'expression, le terme d'anthropocène, qui désigne globalement la chute vertigineuse de plusieurs indicateurs de santé du système Terre, d'indicateurs de santé du point de vue de l'habitabilité pour les humains et pour le reste du vivant, comme par exemple la chute, l'effondrement vertigineux de la biodiversité, le déploiement de pollution globalisée massive
massive avec des effets sanitaires et environnementaux extrêmement importants, l'acidification des océans, etc. et tout un ensemble d'autres limites planétaires qui sont en permanence soit bousculées, soit en passe d'être franchies. Et la plus importante... Il y a déjà 5 qui sont franchis, c'est ça. Voilà, c'est ça. Celle qui peut nous préoccuper en particulier aujourd'hui, c'est celle du climat. Le petit graphique qui est en haut à droite là montre de manière globale l'ampleur de ce qui est en train de se passer. C'est un graphique qui montre l'évolution du taux de CO2 dans l'atmosphère depuis 300 000 ans. Et on voit qu'il y a une explosion absolument énorme de ce taux de CO2 depuis les 150 dernières années et les 50 dernières années en particulier. L'humanité n'a donc jamais connu un taux de CO2 aussi important dans l'atmosphère. Et ce que ça signifie en termes de climat global, ça signifie que l'humanité est en train de sortir de la période de relative stabilité climatique qu'elle avait connue dans les 10 000 dernières années. On est en train de vivre un changement de régime climatique. Les 10 000 dernières années, c'est ce que les géologues appellent l'Holocène. Et durant cet Holocène, les températures globales ont été relativement stables et elles ont permis le développement des écosystèmes tels qu'on les connaît aujourd'hui, le développement de l'agriculture, la sédentarisation de l'humanité. Cette stabilité climatique, on en sort à vitesse grand V et on vit ce que Christophe Cassou, par exemple, qui est auteur du GIEC, appelle un voyage en terre inconnue sans retour en arrière possible. Et une terre inconnue dont on sait pertinemment qu'elle va être de moins en moins accueillante et qu'elle est déjà de moins en moins accueillante pour l'humanité avec ce que tu as évoqué, la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, la montée des eaux qui, d'après les projections du GIEC, vont toucher et ont déjà commencé à toucher des centaines de millions de personnes. Les vagues de chaleur, non seulement les canicules comme on peut le vivre ici, mais des vagues de chaleur mortelles avec des combinaisons d'humidité et de température qui rendent des zones entières de la planète non habitables pour les humains. Il y a déjà des zones du Pakistan qui sont devenues radicalement inhabitables en raison de ces vagues de chaleur mortelles. Et c'est toute la zone intertropicale qui, dans les dizaines d'années à venir, va être frappée de manière régulière par ce type de vagues de chaleur mortelles avec les déplacements de population, l'attisement, le fait d'attiser les conflits que tout ça peut mener. Donc voilà, un truc qui me semble toujours majeur à rappeler, c'est que ce dont on parle, quand on parle d'écologie, c'est d'une catastrophe humanitaire, sociale, civilisationnelle, d'une ampleur absolument inégalée. Et ça justifie l'emploi de certaines formulations. Là, le titre de la table ronde, c'est les crimes climatique. Il est absolument pertinent de parler de crimes lorsqu'on voit l'ampleur des dégâts que peut causer l'inaction climatique. Et juste, si tu peux justement souligner le rôle des gaz, enfin des énergies fossiles là-dedans, dans ce nouveau régime climatique, dire à quel point ça participe à réchauffer l'atmosphère aujourd'hui. Enfin, comment il y a un lien vraiment direct entre la consommation de combustibles fossiles et ce nouveau régime climatique. Ouais, alors donc là, on rentre dans le nœud de la journée d'aujourd'hui. Ce que tu dis, c'est un double nœud, j'ai envie de dire. Le premier, c'est qu'effectivement, la catastrophe climatique en cours, elle est, et d'ailleurs le reste de l'Anthropocène, est fondée sur l'utilisation massive des fossiles, leur combustion des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, qui remplissent l'atmosphère de CO2. Ce que nous dit le GIEC, c'est que si on veut respecter l'accord de Paris, si on veut rester en dessous de 2 degrés de réchauffement global par rapport aux températures pré-industrielles, c'est-à-dire si on veut éviter les plus grosses catastrophes, parce que c'est ça en fait, rester sous 2 degrés, ça veut dire espérer éviter des formes d'emballement climatique véritablement catastrophiques. Donc si on veut limiter le désastre, on doit réduire, alors je donne des ordres de grandeur, les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2030. Voilà, donc demain, maintenant, et de 80% en ordre de grandeur d'ici à 2050. Donc c'est une baisse absolument vertigineuse, drastique de nos émissions de gaz à effet de serre dans un monde qui repose à 80% sur les énergies fossiles. 80% de l'énergie utilisée aujourd'hui dans le monde, ce sont du gaz, du pétrole et du charbon. En France, notre mix énergétique, donc l'énergie qu'on consomme, c'est aussi 70% de fossiles. Voilà, il ne faut pas se tromper là aussi. Et peut-être juste un
autre mot là-dessus pour comprendre à quel point le deuxième nœud du problème, c'est que c'est pas du tout si facile que ça, et ça je pense que tout le monde en a conscience, de sortir des fossiles. J'ai parlé d'anthropocène, j'ai parlé en quelque sorte de l'aval de l'anthropocène avec la réduction de la fenêtre d'habitabilité de la planète, mais il y a l'amont de l'anthropocène, et cet amont c'est toute une trajectoire historique qui a démarré avec la révolution industrielle globalement, en tout cas avec l'utilisation, le développement des sociétés thermo-industrielles qui se sont construites par et pour le pétrole et qui se sont engagées pour tout un ensemble de logiques économiques, géopolitiques, culturelles également, dans une fuite en avant permanente des activités productives, dans une croissance exponentielle des activités productives qui posent tous les problèmes écologiques en bout de ligne. Mais en se construisant par et pour le pétrole, on se rend complètement dépendant du pétrole, et on en a bien conscience. Nos réseaux d'approvisionnement, notre mobilité, tout un ensemble d'activités vivrières sont absolument fondées sur le pétrole, et tout le problème qu'on va discuter aujourd'hui, je suppose, c'est comment on sort de cette dépendance, comment on fait un sevrage de cette addiction. Et la question, c'est est-ce que des acteurs majeurs comme Total sont engagés dans une réflexion sur ce sevrage-là qui est absolument nécessaire. Tu es d'accord sur le fait de dire que, bon, pour rappeler, on est déjà à 1,1-1,2 degrés de réchauffement à l'échelle mondiale, sachant qu'il y a des hotspots, hein, les Alpes, on est déjà à 2 degrés, la région méditerranéenne, on se rend compte que c'est un des plus gros hotspots de réchauffement au monde. Enfin, on est d'accord que ça implique qu'il faut aujourd'hui drastiquement réduire, en tout cas il faut vraiment casser les activités pétrolières aujourd'hui, de tout ce que tu dis aujourd'hui, en tout cas que Total Energy a une responsabilité historique par rapport à cette situation dans laquelle on est. Si on est humaniste, il n'y a pas de question. Évidemment, il faut sortir le plus rapidement et avec le plus de précautions possible pour éviter un chaos social des énergies fossiles. Et ne pas le faire, tout retard à l'action est de ce point de vue criminel. Peut-être Romain, on va se tutoyer, ça, on se connaît un peu. Est-ce que tu pourrais nous dire aussi brièvement combien de gaz à effet de serre émet plus ou moins Total Energy chaque année, et puis qu'est-ce que ça représente aussi en termes de volume pour qu'on ait un peu un ordre de grandeur de l'impact climatique d'une multinationale comme Total Energy? Bien sûr. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc les émissions de Total Energy, du groupe Total Energy, dont ils sont responsables, c'est-à-dire en gros les émissions qui viennent de leurs produits, donc du pétrole et du gaz qu'ils vendent, c'est 400 millions de tonnes de CO2 par an. Et c'est quasi exactement les émissions annuelles de la France. Donc une entreprise est responsable annuellement de la même quantité d'émissions que 70 millions de Français. Donc voilà, c'est un ordre de grandeur à garder en tête, et je vous en donnerai d'autres tout à l'heure sur les plans d'expansion de Total. Mais voilà, à garder en tête, c'est un an d'émission de la France. Et avec Cold Chain International, vous travaillez justement beaucoup à essayer de dévoiler l'expansionnisme fossile des multinationales. Est-ce que tu peux nous parler justement de cet expansionnisme de Total Energy, et pourquoi déjà à la base c'est une entreprise qui n'est pas censée étendre ses activités fossiles, mais pourquoi à contrario aujourd'hui on a une entreprise qui est en pleine expansion, en pleine croissance de ses activités à la fois pétrolières et gazières? Bien sûr. J'avais une diapo qui pourrait être utile à montrer pour ça. Pas celle-là, celle-là, voilà. Alors, pourquoi on parle d'expansionnisme fossile et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est un graphique un peu compliqué, mais ça vient d'un rapport qu'on a publié il y a quelques temps. En gros, on s'est dit, on va regarder les champs pétroliers et gaziers que les compagnies pétrolières possèdent déjà, c'est-à-dire ce qu'ils ont déjà dans leur portefeuille. Et on s'est dit, on va faire l'exercice de savoir si on sort tout ce pétrole et ce gaz de terre et qu'on brûle tout ça, qu'est-ce que ça représente en termes d'émissions de CO2? Et ce qu'on montre en fait, c'est que tout ça, ce que vous voyez là, c'est vraiment ce qui est déjà possédé par les compagnies pétrolières. Et ça suffit, si on brûle tout ce pétrole, ce gaz et ce charbon, ça suffit, juste ça, à nous faire passer au-dessus de l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et juste le pétrole à gauche et le gaz au milieu, sans parler de charbon, ça suffit à nous faire passer au-dessus de l'objectif de 1,5 degré. Donc ça, c'est la situation. On a déjà trop d'énergie fossile dans le système, beaucoup trop. En plus de ça, il y a une politique de majors pétrolières, de toutes les compagnies investies dans les énergies fossiles, d'aller chercher de nouvelles réserves, de nouveaux projets pour continuer à alimenter la machine. Donc, en réalité, de rendre le problème encore pire.
Et donc c'est en ça qu'on parle d'expansionnisme fossile, c'est-à-dire le fait de continuer à faire croître la production d'énergie fossile, alors qu'on voit déjà qu'on en a beaucoup trop d'un point de vue climatique. Et si on peut passer à la slide suivante, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Il y a du spoiler là. Je crois que c'est celle de Juliette, celle-là. On spoil déjà ce qui va se dire. Sinon, c'est pas grave, on fait sans. Ouais. Bon, je voulais vous montrer deux graphiques que j'ai sortis de rapports de Total Energy. Donc vraiment, j'ai pris un copier-coller d'un rapport. La stratégie de développement et d'investissement de Total Energy d'ici à 2030, c'est... vous avez entendu beaucoup parler de communication de Total autour des investissements dans les énergies renouvelables qui certes vont augmenter, mais qui vont rester marginales par rapport au reste. Et c'est surtout une entreprise en fait, qui ne cache pas son souhait de continuer à investir massivement dans les énergies renouvelables, y compris dans de nouvelles capacités de production. Donc, d'ici à 2030, Total Energy voit sa production de pétrole stagner, à peu près, rester au même niveau, et compte investir massivement dans du gaz naturel, et en particulier dans ce qu'on appelle le GNL, donc le gaz naturel liquéfié, qui est une forme de gaz naturel qui est encore plus émettrice de CO2, et compte voir sa production de GNL augmenter de 40% d'ici 2030. Alors que, on voit, comme je l'ai montré tout à l'heure, ce qu'il faudrait, c'est plus aucune augmentation de production des fossiles et même une diminution rapide de la production d'énergie fossile. Et comme Guillaume l'a rappelé, nos objectifs, c'est 50% de réduction des émissions au niveau mondial d'ici 2030. Donc on voit que la trajectoire de Total est pas du tout alignée avec les objectifs climat et les objectifs de l'accord de Paris. Dernière chose que je voulais dire, c'est que en 2030, dommage que je n'ai pas le graphique, ça aurait été plus facile à voir, plus de 2/3 en vrai, des investissements annuels de Total, ça ira toujours aux énergies fossiles. Donc on voit les pubs dans le métro ou un peu partout, le groupe multi-énergie, nos investissements dans les renouvelables, etc. La réalité, c'est que si on suit où va l'argent, où l'argent compte aller, c'est pas du tout vers les énergies renouvelables. C'est toujours, d'ici 2030, vers plus de 2/3 dans les fossiles. Dernier chiffre, on a regardé, du coup, à très court terme, d'ici 2025, où Total comptait investir. Donc, quoi il comptait investir en termes de projets pétroliers. Et on a vu que Total, en fait, sera au niveau mondial, d'ici à 2025, la deuxième compagnie pétrolière, la deuxième major pétrolière, en termes d'expansion de la production et en termes de CO2 qui sera émis dans le système à cause de leurs investissements. Juste derrière ExxonMobil, qui est une major américaine, et qui est vraiment pas en termes d'ambition pour le climat, une entreprise avec laquelle on a envie d'être comparé quand on veut être un leader du climat. Donc voilà, donc tout ça pour dire que la trajectoire d'investissement et la trajectoire de la politique climat de Total est absolument pas compatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Je rappelle par rapport aux chiffres que vous avez mis, que vous avez sorti avec Coach International, et vous le trouvez, petite page de publicité, dans un dépliant où on a résumé en une dizaine de chiffres la politique énergétique de Total Energy. C'est vous qui le dites. En gros, d'ici 2025, les nouveaux projets de Total, ça équivaut à une vingtaine de centrales à charbon, si je ne me trompe pas. C'est ça, 18, c'est tous les projets dans lesquels Total va investir depuis l'an dernier et 2025, ça représente les émissions de 18 centrales à charbon sur l'ensemble de leur cycle de vie. C'est comme si Total mettait dans le système 18 centrales à charbon de plus pour les faire tourner une trentaine d'années. Alors, tu parles bien de ces nouveaux projets. Est-ce qu'on pourrait parler vraiment déjà concrètement, de donner quelques exemples de c'est quoi ces nouveaux projets pétro-gaziers qui sont en cours à travers le globe? Si tu peux donner quelques exemples. Bien sûr. Donc les projets emblématiques de Total Energy à l'heure actuelle sont beaucoup en Afrique. Et je pense que Juliette en parlera plus longuement, en particulier en Ouganda.
Mais pas que. Total a aussi un grand projet de grands projets pour le Mozambique, avec de gaz naturel liquéfié. Total est aussi en Angola, en train de faire de l'exploration en Afrique du Sud. Donc, et c'est l'entreprise qui est la plus active, enfin c'est la major pétrolière la plus active en Afrique, qui compte ouvrir le plus grand nombre de puits pétroliers et gaziers en Afrique, d'après nos collègues de l'ONG Urgewald. Mais pas que. C'est pas que en Afrique, c'est partout. Certains des plus grands projets que Total prévoit sont en Asie centrale, en fait, en Azerbaïdjan, au Kazakhstan. Ils ont aussi un grand projet au Brésil qu'ils ont approuvé récemment. Et ils ont investi dans le plus grand projet de gaz naturel liquéfié au monde, qui est au Qatar. Qui est un projet absolument gigantesque en termes de quantité de gaz et donc d'émissions de CO2. Et une chose qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que Total est un acteur majeur de la production de pétrole et de gaz en mer du Nord, c'est-à-dire au Royaume-Uni, en Norvège, dans ces pays-là. Donc c'est une entreprise qui déploie ses infrastructures et ses investissements partout dans le monde. Merci. Peut-être Renaud, si tu peux mettre la carte. On voit un des projets de Total en Ouganda. Justement, dis laquelle tu veux. Bon, bref, du coup, on voulait peut-être pour rentrer un peu plus, voilà, on parle du global, là on va rentrer vraiment concrètement. Peut-être Julia, justement, vous êtes une des grandes spécialistes d'un des projets phares, un des projets symboliques de Total Energy du moment, c'est le fameux projet IACOP en Ouganda, qui se termine aussi, en tout cas, qui est étendu avec un grand projet de pipeline qui doit traverser la Tanzanie. Est-ce que justement vous pouvez présenter en quelques minutes c'est quoi ce méga projet et quel est l'impact pour les Ougandais et les Tanzaniens, mais aussi en quoi il a aussi une dimension, on va dire, écocide et à la fois climaticide aussi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je veux bien l'autre carte. Après, on pourra aller sur celle-là. Celle qui était... Voilà, super. Du coup, Total est en train de développer un méga projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie. Alors, on entend beaucoup parler d'ICOP, qui est du coup East African Crude Oil Pipeline, donc l'oléoduc. C'est ce qu'on voit ici, là, sur la carte, qui traverse donc tout l'Ouganda et la Tanzanie. Mais en fait, ce projet d'oléoduc qui fait... donc, ça va être un oléoduc chauffé à 50 degrés. Ils sont très contents de nous dire que ça sera le plus long oléoduc chauffé au monde. Mais cet oléoduc est associé aussi en amont à des projets d'extraction du pétrole. Et ce sont les projets Tilenga et Kingfisher qui, eux, se trouvent tout en haut de la carte. Là, si vous voyez le lac Albert à la frontière avec la République démocratique du Congo. Et donc, les deux projets, enfin tous ces projets, Total est actionnaire majoritaire et ils développent, c'est eux qui sont opérateurs du projet Tilanga. Et sur Kingfisher, où les forages sont en train de commencer en ce moment même, c'est leur associé, la compagnie chinoise Sinopec, qui opère. Concrètement, déjà expliquer ce que sont ces projets. Donc, Tilanga, c'est plus de 400 puits de pétrole qui vont être forés. Dans cette zone des Grands Lacs africains, c'est ce qu'on appelle l'Albertan Graben. C'est une des zones de réserve de la biodiversité la plus importante au monde, avec des espèces endémique, c'est 50% de certains mammifères et oiseaux en Afrique. Et un tiers de ces puits se trouveront au sein même de l'aire naturelle protégée des Murchison Falls, qui est du coup en vert tout en haut là-haut. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'après avoir extrait ce pétrole, ils vont le transporter via l'oléoduc ICOP, qui lui aussi traverse. Donc ça, cette carte, c'est vraiment tous les impacts écologiques que va avoir le projet. Et donc on voit tout au long de la carte, les zones en vert, c'est des zones écologiques, des écosystèmes sensibles ou des aires naturelles protégées. Et les petits points... tout ce qui est en rouge, c'est les cours d'eau ou les espaces d'eau menacés. Donc on voit bien sûr en énorme le lac Victoria, qui est la deuxième plus grande réserve d'eau douce au monde. Mais on a aussi les petits points, les ronds rouges, c'est les zones Ramsar, c'est des zones humides protégées, du coup qui sont essentielles aussi dans la lutte contre le changement climatique. Donc ça, c'est l'impact. Si on peut voir juste la carte qu'il y avait juste avant, on arrive au bout.
je veux bien l'autre l'autre carte si possible. On arrive au on arrive au bout de cet oléoduc dans un port pétrolier à Tanga en Tanzanie, et là cette fois-ci c'est des aires marines protégées qui vont être affectées. Il y a donc les tankers pétroliers qui vont être dans cette zone de l'océan Indien. Il faut savoir que c'est une zone qui est soumise au risque de tsunami et de cyclone, et malheureusement on sait un peu trop bien ce que ça fait, parce que il y a, je crois que ça va faire tout juste un an, il y a une marée noire au Pérou qui a été causée par un tsunami à l'autre bout du Pacifique. Là, on pourrait être vraiment proche de l'épicentre en fait, de ces tsunamis ou cyclones, avec donc des impacts dramatiques. Mais aujourd'hui, en fait, l'urgence, elle est sociale. Parce que pour ces deux projets, Total est en train d'exproprier partiellement ou totalement plus de 100 000 personnes en Ouganda et en Tanzanie. Ces personnes sont restées, ou certaines restent encore depuis plus de 3 voire 4 ans, privées de leurs moyens de subsistance. Pourquoi ? Parce qu'on leur interdit de cultiver librement leur terre, qui est leur unique moyen de subsistance, avant même de recevoir une compensation. Et ça fait 3 ans qu'on travaille, même plus, 4 ans qu'on est sur ce projet, qu'on a réalisé plusieurs enquêtes de terrain avec nos partenaires en Ouganda et en Tanzanie. Ce qu'on voit, les témoignages qu'on collecte, c'est malheureusement toujours un petit peu la même histoire. C'est des personnes qui ont dû céder leur terre sous la pression, sous les intimidations, alors que la compensation qui était proposée par Total et ses sous-traitants était insuffisante. Et aujourd'hui, toutes les personnes, parce que la mobilisation, elle monte en France, en Europe, mais elle est surtout en Ouganda et en Afrique de l'Est contre ce projet. Mais là-bas, les personnes qui se mobilisent contre le projet sont sans cesse intimidées, menacées. Encore cette semaine, un partenaire, un militant ougandais s'est fait arrêter parce qu'en fait, il voulait faire ce qu'on fait aujourd'hui, organiser un débat sur le projet de Total. Je veux bien te faire réagir. Je rappelle, l'impact climatique, tu me dis si je me trompe, c'est l'équivalent de 13 millions de voitures par an. L'extraction du pétrole. Alors c'est jusqu'à 30. Donc l'ICOP, c'est juste. On peut montrer le dernier. Le petit graphique là qu'il y avait, voilà. Alors du coup, donc ça c'est un scientifique. Il y a eu plusieurs études scientifiques, mais ça c'est une des études scientifiques qu'on a repris sous forme d'un graphique pour montrer qu'en fait, Total dans ses études d'impact minimise complètement l'impact climatique du projet. Et donc en fait, ce qui est calculé par Total, c'est juste le petit bout là orange, c'est moins de 2% des émissions de gaz à effet de serre qui seront liées au projet. Et si on compte tout, on arrive à du coup, bon là c'est sur la vie du projet, mais on est jusqu'à 34 millions de tonnes de CO2 par an. Et pour te faire réagir aussi, tu parlais du déplacement de population. Justement, dans la lettre que nous a envoyée Total Énergie de mise en garde pour le débat d'aujourd'hui, le directeur de communication nous met en garde sur les propos des participants, et notamment sur un propos particulier qui est sur cette question des populations déplacées. Je cite, et je veux bien que tu te réagisses par rapport à ça. Nous relevons que les projets Tilingai et IACOP donnent régulièrement lieu à l'utilisation de chiffres aussi inflatés qu'imprécis et mensongers, mélangeant allègrement les notions de population déplacée, de foyers impactés et de foyers expropriés. Je veux bien que tu réagisses à cette mise en garde, entre guillemets, de Total Énergie. Oui, je me suis sentie un tout petit peu visée dans cette lettre. C'est vrai que du coup, nous, on parle, comme je vous ai dit là, il y a tout à l'heure, de plus de 100 000 personnes qui sont expropriées partiellement ou totalement par Total. Ces chiffres, ils ne sont pas imprécis, mensongers ou farfelus. Nous, je vous ai ramené pour vous montrer, on a quand même déjà sorti 3 rapports sur le sujet. Si vous voulez regarder, en fait, à la fin de nos rapports, il y a toutes les sources. Vous pouvez même on a même mis des liens pour cliquer. Et donc, ce chiffre de 100 000, c'est les propres chiffres de Total, en fait. Sauf que nous, on allait chercher tous leurs rapports, donc ils ont par chaque zone du projet, les zones d'expropriation, il y a ce qu'on appelle un plan d'action de relocalisation. C'est des rapports de plusieurs centaines de pages, parfois plusieurs milliers de pages, et on allait chercher sur chacun des rapports le nombre de personnes affectées par le projet. Je ne sais pas si, je crois que j'ai envoyé, je ne sais pas si vous l'avez dans les slides, on a fait un beau tableau avec toutes les... Regardez les descentes, il y a des sourires, c'est parce qu'il y avait des descentes sous le ciel qui réagissent en live. Voilà, ça donne un
un beau tableau sur, bon, vous voyez rien, mais comme ça vous imaginez, en fait, ce salon le laisse à la disposition à chaque fois des journalistes ou des personnes qui nous interrogent sur les chiffres de Total qui ne sont pas les mêmes. Voilà, on a compilé, du coup, chacun des rapports, chacune des zones d'expropriation, c'est sur 2 pages différentes, ça c'est pour Silanga et la même chose pour ICOP. Et ce que fait aussi Total, c'est que il parle des PAP, personnes affectées par le projet, sauf qu'un PAP, ce n'est pas une personne, c'est un foyer. Donc si on multiplie, donc nous après on a mis, à chaque fois on a pris les moyennes qui nous a mis de personnes par foyer pour trouver le nombre de personnes. Et celui qui justement est sur des chiffres mensongers, c'est surtout Total. Vous verrez par exemple qu'il parle aussi de 80 000 emplois qui vont être créés par le projet. Nous on a demandé, en fait on a une action de chez Total pour pouvoir aller à leurs assemblées générales et poser des questions. Ils sont obligés de nous répondre aux questions écrites et là on a demandé le nombre d'emplois qui seraient créés. Vous savez combien c'est 900 emplois directs qui seront créés une fois la construction passée, 2400 indirects et c'est loin des 80 000. Et un dernier petit mot, tu peux nous dire aussi, encore une fois, très brièvement, parce que le temps passe vite, il y a quand même un procès actuellement qui va démarrer pour devoir de vigilance. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi ce devoir de vigilance et quel est un peu le cadre de ce procès qui démarre? Oui. Donc les Amis de la Terre France avec Survie et 4 associations ougandaises, on a assigné Total en justice il y a maintenant plus de 3 ans, en 2019. C'est la toute première action en justice sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales, qui est une loi pour laquelle aux Amis de la Terre, avec d'autres associations et syndicats, on s'est battu pour la faire adopter. C'est une loi pionnière parce qu'elle reconnaît la responsabilité des maisons mères des multinationales basées en France sur les activités de leurs filiales et sous-traitants partout dans le monde. Donc on peut poursuivre en justice Total, la maison mère qui est située à La Défense, par rapport aux impacts des activités de leurs filiales et sous-traitants en Ouganda et Tanzanie. Et malheureusement, voilà, ça fait plus de 3 ans que ça a commencé, mais Total essaye d'échapper à la justice, comme toujours, et donc multiplie les questions de procédure. Et donc là, on attend la décision du tribunal le 28 février. Peut-être Guillaume, face à tous ces discours qu'on a aujourd'hui, il y a toujours un élément de défense qui avance toujours Total Energy, notamment son PDG, Patrick Pouyanné. Lui, à chaque fois qu'on lui met en face ces faits-là, il répond toujours, je cite, « Moi, je ne fais que répondre à la demande ». Il y a une demande de pétrole, donc je réponds, c'est un peu la loi de l'offre et la demande. J'aimerais que vous décortiquiez un peu ça. En quoi c'est une imposture? En tout cas, il y a quelque chose à déconstruire autour de ce discours-là. Les gens demandent du pétrole, donc moi je ne fais que leur demander ce qu'ils veulent. Oui, je trouve que c'est très important d'arriver à déconstruire ce genre d'arguments parce que ça fait partie des arguments qui peuvent toucher quand on les entend et qu'on ne se prend pas le temps de les décortiquer et pourtant qui sont en fait des arguments qui entraînent un retard à l'action. D'abord, par rapport à ce qui a été dit avant, il y a une chose qui me semble super importante aussi à rappeler, c'est que les agences internationales de l'énergie, l'AIEA par exemple, et le GIEC disent il faut arrêter d'aller chercher des fossiles dans le sol. Donc au-delà des émissions que représente tout ce que va extraire Total, c'est juste qu'en fait, il ne faut plus investir dans la prospection et dans l'ouverture de nouvelles exploitations fossiles si on veut avoir des chances de rester sous les 2 degrés. Donc rien que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un pétrolier dit « je ne fais que répondre à la demande », il sait pertinemment qu'il répond à une demande qui, si elle est satisfaite, nous amènera dans le désastre le plus complet. Donc ça, c'est une première manière de répondre à l'argument de la demande, c'est que Total, c'est pertinemment, en fait, c'est la distinction offre et demande qui ne tient pas du tout. On sait qu'en l'état actuel des choses, forer, ça veut dire consommer. Donc si je fore plus que je ne peux émettre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère avant la catastrophe, en fait, j'y participe directement. Et le deuxième point qui me semble super important sur la demande, c'est que la demande en elle-même ne fait pas la légitimité de ce dont on fait commerce. Il y a plein de choses pour lesquelles il y a une demande dans nos sociétés, des armes, de la drogue, des médicaments, et on ne trouve pas du tout bizarre de légiférer dessus pour mettre des quotas, faire de la prohibition, des prohibitions partielles, des délivrances sur ordonnance, réserver uniquement à certains secteurs l'activité, etc. Et donc en fait, lorsque les pétroliers se promènent sur les plateaux de télévision et disent « nous on y est pour rien, on ne fait que
répondre à la demande, c'est doublement pernicieux, non seulement parce que c'est un argument de retard à l'action, mais également parce que ça masque toutes les possibilités politiques qui existent déjà, tous les instruments politiques qui existent déjà et qui pourraient être débattus, discutés de manière honnête et sincère pour essayer de nous sortir du désastre dans lequel nous nous trouvons. Donc voilà, cet argument de la demande qui circule beaucoup me semble très important à être capable de déconstruire. Je vais juste rajouter quelque chose sur la question de la demande, parce que c'est effectivement l'élément de langage qui est utilisé en bloc, pas juste par Patrick Pouyanné, qui est le PDG de Total, mais par l'ensemble du secteur. Il y a aussi un truc qu'il faut garder en tête, je crois, c'est que les compagnies pétrogazières et l'industrie fossile de manière générale créent de la demande, ou maintiennent de la demande. C'est-à-dire qu'ils ont je pense qu'on le sait maintenant clairement, l'industrie pétro-gazière partout dans le monde a beaucoup poussé pour retarder les politiques climatiques qui auraient fait baisser la demande d'énergie fossile rapidement. Le lobbying, les stratégies d'influence aux États-Unis en particulier, mais pas que, à Bruxelles et dans d'autres lieux de décision. Donc de dire, nous, on ne fait que répondre à la demande quand en réalité, le secteur tout entier a tout fait depuis des décennies pour retarder la baisse de la demande, c'est d'un cynisme qui est quand même assez impressionnant. Et outre les questions de lobbying, il y a tout un tas de projets et de technologies que le secteur et ses soutiens mettent en avant à l'heure actuelle, qui visent en fait à continuer à créer ou à maintenir de la demande pour les énergies fossiles. On entend beaucoup parler de l'hydrogène aujourd'hui. Alors il y a l'hydrogène de toutes les couleurs, vert et tout ça, mais la grande majorité de l'hydrogène, la très très large majorité même de l'hydrogène à l'heure actuelle, est produit avec du gaz, avec des énergies fossiles et parfois même du charbon. Et donc pousser l'hydrogène comme cette espèce de solution miracle à nos problèmes technologiques, c'est un moyen détourné pour l'industrie en général de dire on va créer de la demande dans le futur pour nos produits fossiles, continuer à créer cette demande. Donc c'est tout ça pour dire que c'est un argument qui est vraiment je pense qu'on peut le qualifier de malhonnête. On a encore 5 petites minutes devant nous. Est-ce que vous avez des questions côté public? Là, on vous a asséné de plein de chiffres. Est-ce que quelqu'un a une petite question? On peut prendre une ou deux questions et répondre à vos questions, histoire qu'il y ait un échange avec vous. On n'a pas prévu de gens qui prennent le micro. C'est Edoui Plenel en plus qui vous rapporte le micro, c'est pas rien. Oui. Bonjour, c'est gentil. J'ai une question concernant les lobbies et les tentatives, notamment de la Commission européenne, pour classer le gaz comme énergie verte. Et est-ce que vous avez découvert une influence de Total là-dedans, à tout hasard? Une deuxième question. Alors, je passe de l'autre côté. Voilà. Bonjour. C'est une question pour Juliette Renaud, du coup. Quelles sont les alternatives que vous proposez pour compenser, du coup, si en Ouganda on ne fore pas, quelles sont les alternatives que vous proposez pour sortir le pays de la pauvreté, notamment, ou les Ougandais de la pauvreté? Parce qu'aujourd'hui, le pétrole sert tout de même à développer certaines infrastructures par des centrales hydroélectriques, de nouvelles routes, des routes rénovées. Donc, quelles sont les alternatives que vous proposez si le pétrole ne sort pas de la terre? Voilà. Merci.
Alors, sur le lobbying, sur donc ce qu'on appelait la taxonomie, donc, ils ont voulu faire passer non seulement le gaz, mais aussi le nucléaire comme une énergie propre. Donc oui, il y a eu un lobbying énorme sur le sujet. Nous, on fait partie d'une campagne européenne qui s'appelle Fossil Free Politics, donc pour libérer les politiques publiques de l'influence des énergies fossiles. Je pourrais donner éventuellement la parole à ma collègue Myriam Douot des Amis de la Terre Europe, qui est spécialiste des questions de lobby à Bruxelles. Et donc, en fait, on retrouve toutes les grandes entreprises pétrolières qui sont réunies dans les lobbies, dans des groupements d'entreprises du même secteur pour faire pression sur ces politiques publiques. Mais on parlera du lobbying, en fait, dans la table ronde d'après, donc je ne vais pas trop en dire non plus. Sur les alternatives au projet en Ouganda. Alors d'abord, ce n'est pas à nous, les Amis de la Terre, depuis la France, de proposer des alternatives à ce qui va se faire en Ouganda. Par contre, nos collègues et la société civile en Ouganda, mais pas seulement en Ouganda, ils sont dans tout un réseau aussi, comme je vous ai montré, le projet d'extraction pétrolière, il est à la limite notamment avec la RDC. Et donc, il y a tout un réseau d'organisations qui s'appelle IGEN, qui sont, alors j'oublie toujours ce que veut dire le sigle, mais c'est justement sur la promotion des alternatives aux projets pétroliers avec des organisations ougandaises et congolaises. Et notamment, il y a toute la question du tourisme, des énergies renouvelables, du soutien aussi aux activités qu'il y a déjà agricoles, etc. Parce qu'on parle beaucoup de ce que pourrait apporter ce projet pétrolier, mais on ne voit pas tout ce qui détruit. En fait, s'il voit le jour, c'est la destruction des activités agricoles au niveau local, c'est la destruction du tourisme qu'il peut y avoir aussi dans la région, et c'est le coût aussi que va engendrer les impacts à la fois au local environnementaux, mais aussi au niveau mondial climatique. Mais où est-ce que les impacts climatiques se font le plus ressentir? C'est dans des pays comme l'Ouganda. Donc en fait, on parle de ce que pourrait apporter ce projet pétrolier, et en fait, ce qu'il va apporter, c'est surtout des coûts supplémentaires. Deux autres questions, très courtes. Non, en fait, c'est bon, vous avez répondu à mes questions. Il y en a une qui avait levé la main par là. Pardon. Voilà. Oui, bonjour. Déjà, merci. Je ne sais pas vraiment si c'est une question, mais c'est juste peut-être une remarque pour être sûr que j'ai bien compris. Quand vous avez montré, je ne sais pas, le deuxième intervenant, je crois, un graphique qui montrait en fait que déjà avec les stocks disponibles actuels de pétrole détenus par Total ou dans le monde, je ne sais pas, on dépassait déjà en fait les objectifs en termes d'augmentation de la température. Mais je ne dis pas que je comprends qu'ils soient dans une logique d'expansion, mais si on se met dans leur logique, ça peut se justifier qu'ils aillent chercher d'autres gisements, parce que j'imagine en fait que le prix, en fonction du type de, si c'est offshore, onshore, enfin du prix et de la méthode d'extraction et la géopolitique qui change au cours du temps, on peut comprendre que ces entreprises aillent aussi diversifier en fait leurs différentes sources d'approvisionnement d'énergie carbonée dans le monde. Parce que le prix peut changer, etc. Donc si on se met dans leur logique, moi je pense que c'est quand même un paramètre qu'il faut prendre en compte quand on monte ce genre de graphique. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais... On en prend une autre ou... Alors, le graphique que j'ai montré, ce n'était pas juste les réserves de Total, c'était l'industrie de manière générale au niveau mondial. Si Total avait ce genre de réserves, ça serait de très très loin la plus grande entreprise au monde. Je pense que, donc, dans leur logique, peut-être, à la limite, je ne vais pas commenter sur la logique propre à un groupe pétrogazier. Par contre, cette stratégie-là est absolument incompatible avec le fait de limiter le réchauffement climatique. Et il y a plusieurs choses à prendre en compte. Effectivement, comme Guillaume le disait, même l'Agence internationale de l'énergie, qui n'est pas réputée pour être une agence proche des milieux écolos, dit que la tenue de nos objectifs climat nécessite de ne plus ouvrir, plus jamais, de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Donc c'est la première chose. Donc il y a deux logiques. Il y a la logique de rentabilité d'une entreprise pétrolière d'un côté, et il y a la logique de sauvegarde du climat de l'autre. Et clairement, ces deux logiques sont en confrontation frontale à l'heure actuelle, et c'est un problème. C'est un problème pour nous tous.
Et c'est en partie aussi un problème même en grande partie, pour les populations les plus vulnérables qui vont payer les pots cassés de cette politique expansionniste sans nécessairement avoir accès à cette énergie, parce qu'on ne va pas se mentir, cette énergie-là, elle est quand même ponctionnée pour servir aux besoins énergétiques des pays du Nord, de l'Europe, des États-Unis et de plus en plus en Asie. Donc, je ne peux pas commenter sur la logique interne de Total. À la limite, si ça consistait à dire on va essayer de maintenir, de dire on a parce que les puits de pétrole descendent tous les ans, d'accord? Les puits de la production, naturellement, il y a un taux de déclin, en fait. Si ça consistait à dire on va rien ouvrir de plus, on va juste maintenir des investissements pour que ça descende pas trop vite et qu'on s'aligne avec les scénarios du GIEC, on dirait pourquoi pas. Sauf que là, et je ne l'ai pas montré parce que je n'avais pas le slide, mais la production augmente. Ce n'est pas juste de la diversification, ce n'est pas juste trouver des nouvelles sources, c'est augmenter le volume de production d'hydrocarbures d'ici 2030, alors qu'il faudrait que ça diminue rapidement. Donc le vrai problème, il est là. Dernier mot, Guillaume. Ouais, juste pour dire un mot sur le déclin naturel des gisements dont tu viens de parler. Dans une interview, Patrick Pouyanné disait que le déclin naturel des gisements total était entre 5 et 7% par an. Et il se trouve que c'est exactement la courbe qu'il faut suivre d'après le GIEC si on veut respecter l'accord de Paris. Donc en fait, là, c'est plutôt aligné. Donc d'ouvrir de nouveaux gisements, c'est sortir de cette logique-là. Super, merci beaucoup pour vos éclairages. On est à 14h pile, on enchaîne avec la prochaine table ronde. On va vous parler greenwashing, fabrique du déni et lobbying. Juliette, tu restes à cet endroit-là. Voilà, merci déjà de nous avoir écoutés pour cette première heure et merci aux intervenants.